est sur une ferme, des œufs. J'appelle ça des vrais œufs. La ferme Dundee Terra, alors 71-73, route 132 à Dundee, Québec. Œufs de pâturage non certifiés pour réservation. Vous avez le numéro. Et pour en parler avec moi, bien, écoutez, c'est quelqu'un, on a parlé du PPC tantôt, Parti populaire du Canada, il y a une élection fédérale. Lui, il ne fait pas juste des œufs, il s'implique, puis il s'est présenté même pour les élections fédérales. Alors, Nicolas Guérin, bonjour. Bonjour. Ah, bienvenue à cette émission et bravo pour ce que vous faites. Vous avez donc une ferme avec des œufs. Oui, c'est pas n'importe quels œufs, c'est les œufs les plus sains qu'on peut avoir, c'est les plus proches de la nature. Donc, les poules voient le soleil, ils reçoivent le vent. Des fois, il tombe un peu de pluie sur eux autres quand il y a une grosse tempête. À part ça, écoute, ils mangent des insectes, ils ont accès directement au pâturage. Là, ils peuvent picorer là, toutes les brins d'herbe qu'ils veulent, les pissenlits, tout ça. Mais je te dirais que qu'est-ce qu'ils préfèrent là, quand ils voient des pissenlits, ils sautent dessus. Après ça, ils sautent sur le plantain. Après ça, mais bon, écoute, ça dépend des poules. Là, ça dépend de leurs besoins. Comme là, quand ils ont vu les pissenlits, là, ils étaient tout excités. Là. On a trouvé quelqu'un qui mange des pissenlits comme ça. Ben, tabarnouche. J'en avais sur mon terrain, je vais t'en louer une coupe, ils vont venir chez nous, mais ils vont faire la job. Ben, écoute, oui, ça serait possible. C'est des poulaillers mobiles. Donc, moi, tout est déplaçable. Tout était prévu en conséquence. Oui, explique-nous, parce que tu m'as parlé de ça. Explique-nous, c'est quoi le concept du poulailler mobile? Ben, le but, c'est que, tu sais, nous autres, on aime ça, le poulet. On n'est pas les seuls à aimer ça, le poulet. Hein? Il y a les renards, il y a les moufettes, il y a il y a les ratons laveurs. Après ça, il y a toute une autre panoplie de prédateurs qui trouvent que c'est délicieux, le poulet. Et puis, ben, je suis pas d'accord avec eux. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un abri pour les protéger de ces prédateurs. Puis, on a les prédateurs aériens aussi. Nous, on a quand même beaucoup d'aigles dans le coin. Donc, si on les laisse se promener pendant la journée sur le terrain, ce qui est tout à fait faisable en passant, puis les rapatrier la nuit dans le poulailler, ben, les prédateurs aériens vont se faire un délice aussi. Donc, c'est pour ça un abri mobile. Okay. Puis ben, c'est ça. Fait que là, moi, je suis rendu à mon deuxième prototype d'abri mobile. Moi, j'avais vu toutes sortes d'expériences qui étaient faites par Joël Salatin puis Justin Rhodes. Donc, eux, ils nous présentent des méthodes. Écoute, c'est tout bien intéressant. Moi, j'ai essayé d'adapter ça ici au climat canadien. Je te dirais que j'ai un abri mobile puis un abri pour l'hiver. Donc, début mai, non, début avril jusqu'à à peu près la fin novembre, ils peuvent être dehors sans trop de problèmes. Ils sont capables de prendre des petits moins. C'est pas bien grave. Ce qui les dérange le plus quand il fait froid, c'est que leur eau est glacée le matin et ils ne peuvent pas en boire. C'est vraiment ça qui les dérange le plus. Donc, c'est pour ça que quand ça commence à geler pas mal souvent, ben, je les ramène à l'intérieur. Okay. Puis là, ben, à ce moment-là, j'utilise la méthode qui appelle en anglais le deep bedding, donc la litière profonde. C'est la meilleure méthode. Là. C'est de l'autocompostage. Puis ça leur permet de continuer à creuser ce qu'ils font pendant l'été. Donc, ça leur donne des activités à faire. Ils aiment bien ça. Là. C'est très actif. Ceux qui n'ont jamais vu ça, je racontais ça à Nicolas. Je disais, les poules, ça n'arrête pas de travailler. Ça graffine, ça creuse et autres. Puis, il aime beaucoup les insectes aussi. Oui. Ça c'est moins connu des gens. Les poules ne mangent pas seulement de la moulée ou des graines, mais ils sont friandes d'insectes, des sauterelles, des cochonnées, ça mange beaucoup de bébites. Oui, bien c'est ça, si on veut regarder l'alimentation des poules. Écoute, dans l'industrie, il y a de la moulée, puis ils sont servis avec de la moulée là, sur des traits qui roulent, puis ils ont un certain timing, puis c'est vraiment tout calculé. Mais bon, moi, c'est pas la méthode que j'utilise.
moi, je le fournis de la moulée en vrac, donc ils en prennent quand ils en veulent. Ils en mangent autant qu'ils en veulent. Puis vu que c'est des poules pondeuses, ben, ils ont une satiété. Fait qu'ils arrêtent d'en manger quand ils en veulent plus. Mais en même temps, on les voit là, vraiment, là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'abri qui n'est pas une poule, ils sautent dessus. Ben là, c'est sûr que moi, ils ne me considèrent pas comme une poule, mais ils ne me sautent pas dessus non plus. Mais quand je parle, ils voient une souris, ils voient une grenouille, ils vont courir après, ils vont l'attraper, puis ils vont jouer au football pour la manger. Là. Ils vont en prendre un morceau chacune, là, puis ils vont se courir une après l'autre. C'est vraiment un spectacle assez intéressant. Puis ils sont très contents de manger de la viande. Donc, c'est omnivore, les poules. Hein? Fait que, si ils ont besoin de protéines, là. C'est ça, si on les nourrit que de grains, ben oui, ils peuvent avoir des protéines végétales là-dedans, mais leur diète n'est pas complète. C'est comme s'il leur manquait quelque chose. Fait, donc, ils ont le grain, donc moi je leur fournis le grain, ils ont l'accès à toute la salade végétale qu'il y a sur un terrain, là, parce que bon, moi j'ai 2,23 acres, c'est pas un gros terrain agricole, c'est un petit terrain agricole, mais là-dessus, il y a de la diversité. Quand on trouve des grenouilles, en tout cas quand mes filles trouvent des grenouilles, ben on lui donne. Parfois, on trouve un nid de souris, ben on ramasse les bébés de souris au lieu de les tuer nous-mêmes. Parce qu'écoute, les souris, quand ça rentre dans une maison ou dans de la moulée, là, tu veux pas ça. Là. Fait que c'est ça, on donne aux poules. Puis quand c'est une souris âgée, ben là, habituellement, on l'attrape avec une trappe à souris, puis on la met à la poubelle ou on l'incinère, là, ça dépend. Et voilà, je vois les gens qui connaissent ça, c'est drôle. Les miennes adoraient les crevettes, les légumes, oui. Ah, tout qui passe. On faisait dégager, nous autres, avec des sauterelles. Combien de secondes la sauterelle allait survivre? Puis, avec des grenouilles ou des petites souris, tu mets ça, puis tu fais un gageux. Puis ceux qui n'ont jamais vu ça, dès que tu es à la garage, tu vois les poules. Puis c'est ça, je sais que j'ai un manuel. Là, écoute, c'est une thèse de doctorat. Là. C'est ça, je suis en train de le lire. Puis il nous parle de qu'est-ce qui se faisait avant toute l'industrie moderne. Et puis, tu sais, on voit que nos ancêtres, ils faisaient même de la chasse pour leurs poules. Ah! Ouais, okay. il allait attraper un raton laveur, un lapin, un ci, un ça. Il l'ouvrait en deux, il le mettait dans le poulailler. Les poules, il faisait ça pendant l'hiver surtout là, parce que les poules, leur diète était moins complète. Et puis, c'est ça, c'est quand même très, très récent le fait de donner du grain parce que le grain anciennement, c'était extrêmement cher. Maintenant, avec la mécanisation de l'agriculture, c'est devenu pas cher, mais le grain, ça a toujours été cher. Fait que les poules n'étaient pas nourries avec du grain. Les poules étaient habituellement auto-nourries sur le terrain de la personne. Et puis, bon, il y avait des systèmes de défense, un chien, il y avait un chat, il y avait des oies aussi, parce que les oies c'est très protecteur. Là. Alors, oui, les oies, c'est des bons gardiens. C'est très intéressant. Si tu veux un système d'alarme naturel, trouve-toi des oies 4-5 sur ton terrain, laisse-la aller, puis tu vas voir que tu n'auras pas d'intrus non plus dans trop. C'est bon pour les renards, même, c'est même bon pour les renards, parce que les oies... Oui, ils sont prêts à se battre, là. Oui. Oui, le renard recule d'habitude quand il voit les oies. Fait que c'est ça, fait que moi c'est ça, donc j'ai un abri mobile, je le déplace. Là, à 50 poules, faut le déplacer à tous les jours. Donc, on le déplace à tous les jours. Il y a une nouvelle litière tous les jours. Ils ont un nouveau bar à salade tous les jours. Puis, c'est des poules très heureuses. Ils sont très contentes. Ils fournissent des bons œufs. Là, ben, c'est ça, on est en rampe d'accélération de production parce que moi, je les ai eus il y a à peu près 20 jours. Là. Donc là, c'est des jeunes poules. La plupart, c'est des jeunes poules, mais mes vieilles poules sont encore avec elles, mais mes vieilles poules devraient quitter le poulailler là, en septembre. Là. On va les transformer en soupe, probablement.
Ou rôtisserie sur barbecue, quelque chose de même. C'est que c'est très dur. Ça fait de la viande très dure. Si on veut faire de la rôtisserie, là, ça, c'est l'année prochaine. On va avoir des poulets à chair. On devrait aussi entrer des lapins, donc faire de la production de deux types de viande. Cool. Donc, ça, c'est les prévisions pour l'année prochaine. Et puis, dans 3 à 5 ans, là, on devrait peut-être entrer des moutons pour aider à tondre le gazon parce que, 2,23 acres, c'est grand. Ouais, les moutons, c'est inquiétant. Des chevaux, ça boite bien quand même. Pas plus. Mais là, on s'en vient sur une ferme de plus en plus grosse. En parlant de droit, je me demande quand les bernages Canada sont renommés bernages 50e est très bon. Les dindons sauvages, ça tombe bien, il y en a plein, pourquoi pas. Puis un gros dindon aussi, c'est pratique parce que tu as une coupe de dinde, puis gros dindon, quand arrive l'action de gaz, tu as ton dindon, tu es correct. Oui, ben c'est ça, on prévoirait en faire. On veut rester hors quota, fait que hors quota, on peut aller jusqu'à 25 dindons, 300 poulets, 300 poulets, puis une centaine de pondeuses. Là, on est à peu près à la moitié du quota pour les pondeuses. Là. Ah, OK. Petite différence entre poule pondeuse et poule à chair. Effectivement, ma grand-mère avait sa partie de poulet qu'on avait pour l'abattage. Il y avait les poules pondeuses, effectivement. C'est ça, parce que les pondeuses, elles, ils deviennent plus vieilles, ils grandissent, puis ils travaillent tout le temps, là, parce que c'est très actif. Tandis que les poulets à chair, eux, ils sont moins actifs. Ils ne sont pas inactifs, mais ils sont moins actifs. Et puis, après 8 semaines, on les reçoit à l'état de poussin, puis après 8 semaines, ils sont à la grosseur d'un poulet adulte. Ils sont prêts, là. Puis si on continue plus longtemps, bon, oui, ça devient moins efficace au niveau économique, mais surtout, les poules commerciales, après 10 semaines, le taux de mortalité part en flèche parce que c'est comme si tous les adolescents étaient de la grosseur d'Arnold Schwarzenegger, mais leurs os sont pas encore tout à fait complétés. Donc, il y a des os qui cassent. Après ça, le cœur n'est pas capable de suivre parce que la croissance musculaire est tellement rapide. Puis ça, c'est dû simplement à une mutation par croisement. C'est des croisements naturels qui ont été faits. Là. Il n'y a rien d'extravagant qui ont été faits pour obtenir ce qu'on appelle la Cornish Cross. Là. C'est vraiment juste des mutations par croisement puis par concentration. Donc, c'est 4 ou 5 races qui ont été mises ensemble, puis ça l'a donné ça. Là, fait que c'est quand même très exceptionnel. Mais oui, il y a des possibilités autres. Là. Il y a des possibilités à la place de 8 semaines, c'est 12 semaines. Mais souvent les pectoraux sont beaucoup plus petits. Fait que c'est moins. On est moins habitué à voir des poulets avec des petits pectoraux là, qu'est-ce qu'on voit dans le commerce. Donc, c'est plus facile à vendre. Donc, on va commencer par ça, nous. Ce que j'appelle des vrais poulets comme des vrais œufs. Quand on va aux États-Unis, d'ailleurs, quand vous allez manger du poulet, vous allez faire un moyen ça, vous allez voir que c'est pas pareil comme ici. C'est pas parce qu'ils sont tous aux hormones, parce qu'il y a des poulets de ferme, de grains aussi. Puis la différence est frappante. Oui. Okay. Céline, en espérant que le gouvernement ne lui fasse pas de trouble, comme avec les élevages d'autruches, la grippe aviaire, toutes ces niaiseries-là. Oui, je les entends déjà, là, mais écoutez, je veux pas utiliser le mot avec un C qui finit par un isme à la fin, mais notre système agricole est pas mal enligné avec ça depuis les années 1978. Là. Ouais. Et j'ai obtenu mon numéro du ministère. Donc là, il y a l'UPA qui me court après pour que je lui paye une cotisation. Il faut que je les appelle justement. Comment tu dis ça? Répète ça. Là, tu as le ministère qui t'ont demandé. Oui, ben, il y a deux moyens de vendre légalement des produits agricoles au Québec. Soit on a un permis, soit on a un numéro d'identification du ministère.
Ouais. Donc, le numéro d'identification du ministère il est disponible seulement pour les agriculteurs qui dépassent 5 000 de vente. Donc, OK. moi, cette année, avec les 50 poules que j'ai, c'est planifié que je dépasse le 5 000 de vente. Donc, ils m'ont donné un numéro d'identification du ministère et je n'ai pas besoin d'aller me chercher des permis. Et avec les permis, il faut aussi faire des formations sur l'hygiène, il faut aussi faire des... En tout cas, c'est extrêmement complexe si tu n'as pas un numéro d'identification du ministère. Donc, je suis allé me chercher le numéro d'identification du ministère, mais là, ça fait qu'il faut que je paye une cotisation à l'UPA obligatoirement. Fait que là, c'est ça. C'est ça, j'ai eu mon appel la semaine dernière. Il faut que je les rappelle là, OK, bon. dans la semaine. Ouais. Tu vas être un petit peu obligé de t'occuper de ça, ces niaiseries-là. Puis on dit toujours c'est au nom de la santé ou quoi que ce soit. Une bizarrerie qu'il y a eu cette semaine, peut-être suivi le dossier ou pas, je voulais vous en parler, mais ça tombe bien que tu sois là, c'est encore mieux. Mm-hmm. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais soudainement, la grippe aviaire semble avoir disparu récemment. C'est quand même étrange, non? Tu sais, ça se pose une folie. Et là, on a un appel de grippe aviaire, puis la vigilance, mais là, il n'y a plus de cas. Les autorités sanitaires renouvellent leur appel à la vigilance contre la grippe aviaire, ça c'est aux États-Unis. Mm-hmm. Mais depuis 3 mois, aucun cas de grippe aviaire chez l'humain. Mais certains experts s'interrogent sur les raisons de l'arrêt des signalements des nouveaux cas humains. La recherche a-t-elle été affaiblie par la coupure budgétaire de Trump et autres? Les travailleurs agricoles immigrés qui ont représenté de nombreux cas aux États-Unis ont-ils davantage peur de se présenter d'un cas de test pour l'expulsion à cause de Trump? Nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas eu de cas. Centre de lutte contre les pandémies de l'Université Brown. Je pense que nous devrions supposer qu'il existe des infections chez les travailleurs agricoles qui ne sont pas détectées. Là, on parle de grippe aviaire chez l'humain. Mais on se rappelle que l'administration Biden a tué 100 millions de poulets prétextant la grippe aviaire. Et on a le cas de l'élevage d'autruches en Colombie-Britannique qui veulent les abattre. Et il y a eu une belle victoire cette semaine. En fin de semaine, c'est carrément... c'est une bonne nouvelle parce que ils les abattront. Ils ont eu l'autorisation, le juge a dit... il a dit que l'autopsie était obligatoire. Alors, donc, il n'y aura pas d'abattage. Alors, OK, à cause de l'autopsie. tu as suivi ça un peu? Non, pas beaucoup. Je l'ai vu passer parce que c'est dans mon stream X, là. C'est vraiment triste. Mais c'est une pratique qui est là depuis que l'industrie est en route. Puis Joël Salatin en parle dans ses livres sur les productions agricoles. Puis il dit que c'est ce qui est le plus triste dans le système qu'on a présentement, c'est que systématiquement on va contre la sélection naturelle. On élimine tous les animaux qui ont développé une immunité au lieu de les faire se reproduire puis d'avoir un cheptel qui devienne résistant aux maladies. Oui. Non, c'est pas bon. Fait que, bref, je sais que le Canada est encore pogné là-dedans, mais bon, en espérant que ça ne niaise plus. Donc, tu as le droit de faire la vente. Jérôme Lapierre dit: je mets un service de libre service sur le bord de la rue, 5 de la douzaine, et ça fonctionne très bien. C'est quoi ton modèle? Comment ça fonctionne? Comment les gens peuvent en avoir? Ah, bon, OK. Ben là, vu que j'ai un numéro d'identification du ministère, ou même si j'avais un permis, en fait, vu que j'ai un numéro d'identification du ministère, j'ai le droit de vendre sur site et j'ai le droit de faire des livraisons ailleurs que sur le site, mais je n'ai pas le droit de vendre ailleurs que sur le site. Donc, je vends sur mon terrain et j'ai un point de livraison à Montréal, au 34e avenue c'est la Chine.
34e avenue à la Chine, c'est l'église Saint-Jean-Paul II. C'est là où est-ce qu'on va à la messe. Donc, entre 10h45 et 11h30, on est devant l'église. Puis s'il pleut, on est à l'intérieur. Mais on est là. On vend les œufs on vend les œufs sur réservation. Donc, les gens nous les réservent et ils nous font le paiement. Ils nous font le paiement quand ils se présentent sur place. Et après la messe, on continue là, peut-être une demi-heure après la messe, là, ce qui se trouve à finir vers 13h. Donc 13h à 13h30, on est encore là à l'église. Ça fait une plage de livraison possible. Puis c'est pour ça que bon, j'ai mis mon numéro pour les réservations si les gens sont intéressés. Bon, éventuellement, peut-être qu'on aura d'autres lieux de livraison, mais là, pour le moment, c'est ce qui s'enligne le plus avec nos activités. Puis c'est ça, on va à cette église-là parce que, bon, mon épouse est polonaise, puis elle tient absolument à voir sa messe en polonais, là. Fait que c'est ça. Fait que rappelle l'adresse de l'église, mais les gens peuvent te contacter 450-272-8315. Donc, l'église dans le coin de Montréal, c'est quel coin? C'est 34e avenue à La Chine. À La Chine. Et évidemment, les gens, s'ils passent par chez vous, route 132 Dundee, vous faites une balade. Exact. Donc, ils peuvent arrêter, mais évidemment. C'est une bonne balade. Je ne sais pas si tu as regardé sur la carte. Oui, j'ai vu. Mais quand il fait beau, là, tu sais, quand il fait... Un jour, il va faire beau, il va faire soleil, fait que les gens vont se promener un peu plus, là. Mais écoute, nous autres, on a on a vraiment des volets de moteurs qui passent en avant de la maison là, en début de saison, puis en fait de saison, écoute, quand tu vois 100 motos qui passent une après l'autre, là, c'est très impressionnant. Là. On sort avec les filles, on les salue. Mais autrement, même si c'est la route 132, c'est un coin très tranquille. On a peut-être une vingtaine de camions qui passent par jour. Puis les véhicules qui passent, c'est surtout du trafic local. Fait que non, c'est un coin très tranquille. C'est pas pour ça quand je dis quand les gens passent dans le coin, ben, ils sont mieux de prévoir un petit détour. Ben, ce qui serait important pour les attirer, c'est simple. Tu fais de la poutine, puis tu dis que c'est la meilleure au Québec, tu vas avoir plein de monde. Ouais, on n'est pas encore rendu là. Mais on a les meilleurs œufs au Québec. Oui, exactement. Donc, voilà. Alors, voici en moto. Alors, ma femme va à cette église tous les dimanches, justement. Bon. Si vous voulez des œufs frais. Et quel prix tu les vends? Ah, ça, c'est le grand dame des petits producteurs, ben, des mini-producteurs, parce que je suis vraiment un mini-producteur. L'an passé, mon coût de production était de 10 $ de la douzaine. Probablement plus. Là, écoute, je refais mes calculs, puis ça me disait 1,20 $, mais en tout cas, l'année passée, je les vendais à 10 $ la douzaine. Puis là, ben, c'est ça, cette année, j'ai refait les calculs avec plus de poulets qu'on a. Ben là, le coût de production est à 7,50 $. Puis on les fait tout de même à 10 $ de la douzaine parce qu'on veut quand même pouvoir réaliser un petit profit. Et on s'entend, c'est peut-être 2,50 $ de la douzaine, mais quand tu vois les œufs au marché qui sont à 3-4 $, eux autres, ils sont quasiment à 75% de profit. Là. Et plus. Oui. On les paye cher, là. Alors, non, les cultivateurs et la paperasse, les taux de vérification, les petites fermes sont sous respirateur, c'est triste. Et ceux qui ont travaillé fort nous relèvent le Québec. Et ça, ben, un peu trop de réglementation, ce qui augmente les coûts de production, évidemment. Oui, puis c'est ça. Moi ben, c'est des œufs avec beaucoup de main-d'œuvre. Il faut que je déplace mon poulailler, en plus de le nettoyer puis d'essayer de répondre à toutes les règles environnementales qui nous mettent sur le nez. Là. Et puis, c'est ça. Fait que. Puis, dans le 7,50 de la douzaine, j'ai mis à peu près le quart de la main-d'œuvre que j'utilise. Donc, je ne sais même pas si je fais du profit. C'est des sacrifices. Alors, voilà. Mais c'est ça. Moi, je suis fier de mes œufs. J'aime beaucoup. Je fais ça principalement pour la prise d'expérience. J'aimerais ça pouvoir développer. J'ai peut-être fait une erreur stratégique en achetant au Québec, là, sincèrement, parce que
J'aurais acheté à 20 km ici à côté, je serais demeuré au Canada, j'aurais été en Ontario, puis j'aurais pu aller à 2000 pondeuses, puis à 2000 pondeuses, on peut faire quelque chose, tandis que là, à 100 pondeuses, c'est limité. En tout cas, espérons que Trump et son martelage sur la gestion de l'offre va faire que les quotas vont s'estomper. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, la ferme Dundee Terrasse, 71 73 132, Dundee, et où à l'église à la Chine, je pense que c'est ça. Oui, le dimanche 34e avenue à la Chine. Alors, 450-272-8315, Nicolas Guérin. Alors, merci de ta présence, Nicolas. Merci pour ce que tu as fait. Merci, aussi, Daniel. Donc, actif, s'impliquer dans la communauté, c'est une autre façon. Et on va se revoir, on va se redonner des nouvelles. Puis peut-être que l'agriculture, à un moment donné, il va falloir faire plus de topos encore pour réveiller le monde un petit peu là-dessus. C'est ça. Ben là, présentement, l'agriculture, c'est comme un revenu auxiliaire pour moi. On s'entend, l'année passée, j'ai fait 1,8 000 de vente agricole. Ça m'a coûté à peu près 9 000 faire cette vente-là. Je travaille habituellement sur des chantiers de construction. Là, un peu avant l'élection, bon, mon chantier était rendu en fin de vie. Il restait peut-être une semaine ou deux d'ouvrage. Là, j'ai dit à mon boss, ben, écoute, est-ce que tu pourrais me laisser aller pour les élections? Il a dit, ben, écoute, c'est quoi la situation au chantier? J'ai dit, ben là, j'ai tout transféré mes dossiers. Les gens sont pas mal tous capables de prendre le lousse. Fait que là, il a dit, OK, ben, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Puis là, ben, quand je suis revenu, là, il m'a offert un projet à 9 heures de route. Mais là, combine ça, essayer de faire de l'agriculture en même temps, 9 heures de route, ça veut dire 18 heures aller-retour. Et non. Non, je pouvais pas faire ça. Fait que là, ben là, il m'a envoyé sur le chômage. Fait que là, j'ai fait ma demande. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'était compliqué, les demandes de chômage quand tu avais un revenu agricole. Ça compte pas trop, hein? Et boy! On a plusieurs choses à régler et à corriger ici. Bon. Ouais. 35 vaches rapportent 20 000 par année, 3 heures matin et soir sans jamais de vacances. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, puis ceux qui disent, ah, c'est cher, ça, ben, vous avez le choix. Les œufs à l'épicerie, c'est sûr, c'est moins cher. C'est pas la même qualité non plus. Mais si vous en prenez une douzaine de fois de temps en temps, vous allez encourager les producteurs locaux et plus ça va aller, plus il va pouvoir baisser ses coûts de production qui sont élevés. Et c'est le problème, c'est le défi des petites entreprises. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Et on se dit à la prochaine. Merci, au revoir. Bye. Alors, c'était Nicolas Guérin, Ferme Dundee Itera. Alors, voilà, c'est ça le travail qu'il faut faire, que les gens ont à faire à tous les jours, puis ça se lève, puis ça développe. C'est comme ça. Pendant ce temps-là, ben nous, on va aller voir la bourse aujourd'hui. Il y a eu des choses un petit peu, ça a bougé.